Je voudrais donner maintenant la parole à Lina Bolzoni, qui enseigne à l'école normale supérieure de Pise et qui nous reconduit au plaisir de la lecture, à l'amitié des classiques. Nous avons déjà eu une contribution de Valeria Giannetti pendant les séminaires consacrés à la représentation de la bibliothèque, au rythme des lectures au XIXe siècle. Et donc, nous avons ici le plaisir d'accueillir Lina Bolzoni, qui a consacré, elle aussi, une bonne partie de son travail à la culture de la Renaissance. Notamment, je rappelle un livre récent, Il cuore di cristallo, ragionamenti d'amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, ou alors L'Orlando Furioso nello specchio delle immagini, livre magnifique, somptueux, mais aussi d'autres territoires sans lesquels on ne pourrait pas ni transmettre, ni léguer, ni hériter, et surtout interpréter. C'est-à-dire la culture de la mémoire, c'est l'un de ses livres de 1991, et encore les demeures de la mémoire, modèle littéraire et iconographique au XVe et XVIe siècle, et encore La rete delle immagini, prédicazione in volgare dalle origini a Bernardino di Siena. Donc la prédication aussi comme un lieu de mémoire, et poésie et portrait à la Renaissance. Donc vous voyez l'ampleur de ces recherches. Et je rappelle aussi ces éditions de textes concernant précisément l'art de la mémoire, l'idea del teatro de Giulio Camillo, avec une série de traités complémentaires, l'idée de l'éloquence et de la transmutation, paru récemment en 2015, et que nous avons ici même discuté en 2015. Donc, je suis vraiment reconnaissant. C'est à Lina Bolzoni de parfaire notre matinée, et je lui donne donc la parole. Merci beaucoup, Carlo, pour ta généreuse présentation et pour m'avoir invité à cette journée. Nous vivons aujourd'hui, dans les moyens de communication, une transformation si rapide et si radicale qu'elle entraînera, selon quelques-uns, la fin du livre, la crise de cette expérience particulière et personnelle qu'est la lecture, au moins sous les formes que nous avons connues. Et je vous propose cette splendide représentation de la magie de la lecture qu'on peut voir dans ce tableau de Parmigianino. C'est de là qu'est née l'idée de parcourir de nouveau les grands mythes que la Renaissance, et avant elle le monde classique, ont construits autour de la lecture. Nous avons choisi comme exemple un modèle très fort de longue durée, c'est-à-dire la lecture comme dialogue avec les auteurs. Étant donné que les auteurs appartiennent souvent au passé, nous pouvons retraduire notre thème dans les termes de lecture comme dialogue avec les morts, comme une forme de résurrection, ou encore comme une forme de mémoire et d'amitié qui reste fidèle au-delà du temps. C'est pourquoi j'ai pensé à dédier ce texte à Carlo Ossola, qui est un gardien fidèle de l'amitié et de la mémoire de la tradition culturelle européenne. Pour commencer ce parcours, je voudrais partir d'une image qui a eu un certain succès sur le web. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que cette image, où l'iPad souligne l'appartenance au monde d'aujourd'hui, ou plutôt, comme le déclare son auteur, est une icon modern object. Cette image, je disais, manipule et réécrit un portrait extraordinaire du XVIe siècle, celui que Bronzino a dédié à Laura Battiferri. Nous voyons représenter ici une poétesse qui s'appelle Laura, comme la femme aimée de Pétrarque, mais c'est aussi à Dante qu'elle renvoie par son profil. C'est une femme, une poétesse, qui lit une anthologie personnelle de Pétrarque. Dans la version web, le manuscrit que le long doigt tient ouvert est remplacé justement par l'iPad, par cet instrument technologique moderne.
Il est intéressant aussi de rappeler qu'à l'intérieur et autour du portrait du XVIe siècle se dessine un monde de mots. Nous voyons les poésies que Laura est en train de lire, mais sont évoquées aussi celles qu'elle a écrites. Mais ce n'est pas tout. Le portrait est à l'origine d'un échange d'éloges en verse entre Laura et Bronzino, un peintre qui ne dédaigne pas l'exercice de la poésie. Ce portrait et sa manipulation moderne peuvent ainsi nous introduire dans quelques-uns des thèmes que nous essaierons de suivre, c'est-à-dire le lien entre lecture et écriture. Le fait que la façon dont un écrivain se représente en qualité de lecture contribue au self-fashioning, c'est-à-dire à la manière dont il construit sa propre identité pour lui-même et pour les autres. Et encore, la possibilité qu'autour de la lecture vienne se créer une communauté d'amis, d'interprètes lecteurs, le rôle que le portrait peut jouer, décliné sous différentes formes, dans la célébration des plaisirs et des rites de la lecture. Rites et plaisirs qui, comme nous le verrons, comportent aussi des dangers. Notre parcours commence par Pétrarque, notamment avec ses lettres, qui marquent à leur tour, dans la reprise des modèles classiques, un tournant et une nouvelle période aussi pour l'humanisme européen. Pétrarque apporte un très grand soin à la construction de son image de lecteur. Nous pourrions utiliser son œuvre comme une extraordinaire analyse des différents plaisirs de la lecture, des différents effets provoqués par les diverses modalités selon lesquelles elle est pratiquée. J'ai parlé de plaisir parce que Pétrarque n'hésite pas à employer des termes chargés de corporéité et d'émotivité lorsqu'il décrit ses rapports avec les livres. « Donne-moi tous tes livres, je les cherche avec avidité », écrit-il par exemple à Boccace. Il était arrivé que Pietro da Siena, un des prédicateurs qui remportait un vif succès en suscitant de grandes peurs, avait envoyé un terrible message à Boccace et Pétrarque. Le Christ en personne lui avait parlé et lui avait dit que tous les deux devaient renoncer à la littérature et aux livres pour se consacrer uniquement au bien spirituel et éviter de cette façon la damnation éternelle. Ça, c'était le message du prédicateur. Boccace avait été très frappé par ce message. Pétrarque lui écrit pour le tranquilliser, pour l'exhorter à ne pas abandonner le réconfort des œuvres littéraires, et de toute façon, il se déclare prêt, comme nous l'avons dit, à prendre tous les livres de son ami. L'amour pour la lecture est pour lui une passion à laquelle on ne renonce pas, même si elle est soumise aux menaces des peines infernales. Pétrarque est attentif à décrire les formes et les contenus de cette passion. En premier lieu, il décrit la qualité particulière des plaisirs qu'elle provoque. Il écrit par exemple à Giovanni dell'Incisa, je cite, « Je n'arrive pas à me réciter de livres. Peut-être en ai-je plus que le nécessaire. Mais avec les livres, c'est comme pour le reste. Obtenir ce que l'on cherche stimule encore plus le désir. Dans les livres, il y a une fascination particulière. L'or, l'argent, les pierres précieuses, les vêtements de pourpre, les plaisirs en marbre et toutes les autres choses de ce genre donnent un plaisir muet et superficiel, tandis que les livres nous offrent un plaisir très profond. Ils nous parlent, ils nous donnent des conseils et ils se joignent à nous, dirais-je, avec une familiarité vive et subtile. Le plaisir de la lecture est, selon Pétrarque, plus intime et plus vital que celui que nous offrent d'autres biens terrestres. Il envahit non seulement notre corps et notre esprit, mais il naît aussi d'une conversation, d'un dialogue que les livres créent avec leurs lecteurs. La façon dont Pétrarque élabore de nouveau le thème des livres qui parlent présente un grand intérêt pour nous. D'une part, parce qu'il en fait un point central de la construction
de sa propre image d'écrivain-lecteur. De l'autre, parce que, pour lui, les auteurs de l'Antiquité ne sont plus des autorités intouchables, mais des interlocuteurs, des amis, avec qui on dialogue d'égal à égal. De cette manière, le modèle de l'oralité et de l'échange interpersonnel est reproposé au cœur de la culture moderne du livre, au cœur de l'humanisme européen naissant. Nous pouvons y retrouver une sorte de réponse implicite aux accusations que le Phèdre de Platon avait adressées au texte écrit, vu comme un dépôt artificiel de mémoire, incapable de dialoguer. Nous pouvons aussi voir dans cette représentation de la lecture, liée à la formation de l'identité de l'écrivain, une manière d'exorciser l'angoisse de l'influence, pour reprendre avec une certaine liberté la formule à succès de Harold Bloom. Mais pourquoi dialogue-t-on avec les livres? Un clé important nous est fourni par une métaphore qui représente le rapport entre le livre et son auteur et que nous trouvons par exemple dans la célèbre lettre datée de 1359 adressée à Boccace, où Pétrarque évoque leur première rencontre qui a eu lieu alors qu'il voyageait en direction de Rome. En lui envoyant ces vers, comme l'affirme Pétrarque, Boccace lui a montré le visage de son âme, avant de se faire voir en chair et en os. C'est ce qui est au centre de notre topos, c'est-à-dire l'image du texte comme visage de l'âme. Le texte rend visible ce qui se cache dans la vie intérieure. Et c'est pour cela que la lecture devient une rencontre avec des personnes, parce que les mots que nous lisons permettent d'évoquer l'autre, de voir avec les yeux de l'esprit les traits de son âme. C'est justement parce que les livres sont une image de l'esprit de leur auteur qu'ils sont en mesure de le transporter avec eux, jusqu'à devenir des instruments pour une véritable évocation. C'est une composante de l'invention métaphorique que Pétrarque exploite plusieurs fois. Je vous donne un exemple d'une lettre adressée à Lapo da Castiglionchio. Je cite: « Il n'y a pas longtemps, selon mon habitude, j'ai fui les vacarmes de la ville que je déteste pour me réfugier dans mon hélicon transalpin. Et ton Cicéron est venu avec moi. Il a été stupéfait par la nouveauté du lieu et il a avoué qu'il n'avait jamais eu l'impression de se retrouver mieux dans sa villa d'Arpino, entouré, pour utiliser son expression, de rivières glacées, qu'avec moi à la source de la Sorge. J'ai eu l'impression que Cicéron était ravi et qu'il avait envie d'être avec moi. Là, nous avons passé 10 jours vraiment tranquilles et libres. Mon compagnon avait accompagné de très nombreux hommes illustres et remarquables. Sans parler des Grecs, il y avait parmi les nôtres Brutus, Atticus, Herennius, etc. C'est-à-dire, Cicéron avait porté avec lui les personnages de ce dialogue, non? Pour continuer le dialogue avec Pétrarque. Dans cette évocation théâtrale, le lieu de la lecture revêt une fonction très importante. Vaucluse est un lieu éloigné de la foule des villes, qui permet, par analogie, une superposition avec d'autres lieux consacrés de l'Antiquité, par exemple la villa d'Arpino. C'est là, dans ce lieu privilégié, que le temps se comprime, ou plutôt qu'il s'enroule sur lui-même, pour faire se rencontrer des hommes qui appartiennent à des époques différentes. Voyons par exemple la splendide célébration de sa bibliothèque que nous pouvons lire dans une des épistoles, cette dédiée à Giacomo Colonna. Je cite: « Ces hommes grossiers s'étonnent que j'ose mépriser les délices qu'ils considèrent comme des biens suprêmes, et ils ne comprennent ni mon bonheur, ni ce plaisir que me procurent quelques amis secrets que chaque époque m'envoie du monde entier. Des amis illustres par leur langue, leur esprit, leur guerre, leur faconde.
Des amis pas difficiles, qui se contentent d'un coin de ma modeste maison, qui ne refusent aucune de mes questions, qui, pleins d'attention, m'assistent et ne me gênent jamais, qui s'en vont à un signe de ma part et qui reviennent si je les appelle. J'interroge les uns les autres et ils me répondent et chantent et parlent avec moi. La bibliothèque devient pour Pétrarque le lieu où sont célébrés des plaisirs inconnus aux autres, où l'on rencontre des amis que les autres ne connaissent pas et ne voient pas. Elle devient aussi le lieu magique par excellence, là où le temps et l'espace se resserrent. L'exaltation du savoir encyclopédique que la bibliothèque contient est associée à la mise en relief de l'étroitesse du lieu, Vaucluse, et, comme dans un jeu de boîte chinoise, la petite pièce où sont conservés les livres. Capable de fournir non seulement les connaissances nécessaires dans les différents domaines de savoir, mais aussi le réconfort psychologique et les enseignements moraux dont on a besoin, les livres amis ont l'avantage par rapport aux amis réels, d'être tout à fait soumis aux exigences du maître de la maison et prêts à répondre à ces questions. Nous retrouvons des accents semblables dans la lettre adressée à Zanobi da Strada. Et je cite, « Dans mon esprit, Vaucluse, avec ma bibliothèque, est pour moi à la fois Rome, Athènes, ma vraie patrie. Ici, tous les amis que j'ai ou que j'ai eus, et non seulement ceux avec qui j'ai vécu et avec qui j'ai eu une certaine familiarité, mais aussi ceux qui sont morts bien des siècles avec moi et que j'ai connus uniquement grâce à la lecture, dont j'admire ou les entreprises et l'âme, ou les mœurs et la vie, ou la langue et l'esprit, tous ces amis, souvent, je les réunis tous ensemble, ceux qui viennent de partout et de toutes les époques, et je les concentre dans cette petite ville. Ainsi, libre et sûr, je vais errant et je suis seul avec ses compagnons. Je suis où je veux être. Chaque fois que cela m'est possible, je suis seul avec moi-même. Là aussi, nous retrouvons l'importance du lieu. Vaucluse est le lieu consacré de la bibliothèque, de cette nouvelle création mentale d'une patrie idéale où convergent les lieux les plus significatifs de l'Antiquité. L'unification des temps et des lieux différents que Pétrarque réalise est exprimée ici avec des termes magiques ou presque alchimiques. Et l'étroitesse, la modestie du lieu rendent encore plus évident le caractère extraordinaire de cette opération. Pétrarque remarque également « Je suis seul avec ses compagnons. Je suis où je veux être. Chaque fois que cela m'est possible, je suis seul avec moi-même. » Ainsi, la lecture devient une forme de construction et de reconnaissance du moi, du sujet. Contre les limites et les grossièretés du monde qui lui est contemporaine, Pétrarque essaie de construire, au-delà des limites du temps et de l'espace, une communauté idéale pour y choisir ses propres interlocuteurs. Il dialogue d'égal à égal, je l'ai dit, avec les grands auteurs du passé, sans épargner des critiques à Cicéron, par exemple. C'est aux grands écrivains latins que sont adressées les lettres comprises dans le dernier livre des lettres familières. Du reste, on sait que Pétrarque transforme un élément autobiographique, c'est-à-dire le fait d'être né en exil, dans le signe emblématique de se sentir en exil à son époque. Nous pouvons lire par exemple dans la lettre Posteritate, et je cite, « Parmi mes nombreuses activités, je me suis consacré à la connaissance du monde antique, vu que mon époque m'a toujours déplu, au point que si l'affection pour ceux qui me sont chers ne me poussait pas dans une autre direction, j'aurais préféré naître à n'importe quelle autre époque. Et je me suis efforcé d'oublier la mienne, en m'introduisant par l'esprit dans d'autres époques. » Dans cette optique, les livres des grands auteurs du passé,
qui dialoguent avec lui servent à construire une mémoire alternative au présent qu'il veut oublier et sont dotés en même temps d'une vie plus vraie que celle de ceux qui vivent physiquement à côté de lui à la même époque que lui. Le modèle de la lecture comme dialogue a une forte retombée sur l'œuvre même de l'écrivaine, à la fois parce qu'il est lié profondément à la qualité de la mémoire et des différentes formes d'imitation qui matérialisent l'écriture, et parce qu'il implique un pacte avec le lecteur qui est particulièrement contraignant. Petrarque veut en effet que ce lecteur se consacre entièrement à lui. Je cite, « Je veux que mon lecteur, quel qu'il soit, ne pense qu'à moi, qu'il ne pense pas au mariage de sa fille, à la nuit qu'il a passée avec sa maîtresse, aux combines de ses ennemis, au procès au tribunal, à la terre ou à l'argent, ou au moins, pendant qu'il lit, je veux qu'il soit seul avec moi. » Le temps de la lecture doit être totalement libre. Pétrarque le revendique avec un mélange de jalousie d'amoureux et de besoin de justice. Je cite, « Je ne veux pas qu'il fasse en même temps ses affaires et ses études. Je ne veux pas qu'il s'empare facilement de ce que j'ai écrit non sans fatigue. » La magie de la lecture a donc ses propres lois. Elle demande des efforts spécifiques qui correspondent à ceux de l'écrivaine et elle les compense. En un certain sens, elle les justifie et en est justifiée. De même, pour l'élaboration du thème de la lecture comme dialogue, Pétrarque joue un rôle de premier plan. Il sert de modèle pour la culture humaniste. Nous rappellerons seulement quelques exemples. Ici, c'est la représentation de Pétrarque et Boccaccio. Alors, je vais vous citer le cas de Poggio Bracciolini, qui, le 15 décembre 1416, célèbre sa redécouverte de Quintilienne dans une des lettres les plus célèbres de l'humanisme, une lettre qu'il avait adressée à Guarino Veronese. La découverte du manuscrit de Quintilienne est racontée comme une véritable rencontre personnelle, comme une opération de sauvetage. Le manuscrit devient un corps blessé, meurtri par une longue captivité. C'est le corps vivant et souffrant de celui qui l'a écrit. Sa découverte et le travail des philologues vont faire revivre Quintilienne, qui sera de nouveau disponible à la rencontre et au dialogue avec ses lecteurs. Entre 1439 et 1440, Léon Battista Alberti écrivit le Théogénus qu'il dédicace et envoie à Lionello d'Este. C'est un dialogue en vulgaire qui s'inspire d'un moment de souffrance et de difficulté. Genipatro, dont il rapporte la conversation, a été riche et puissant, mais à présent, il exalte la pauvreté et la solitude. Et là, nous trouvons le passage qui célèbre le plaisir et l'enchantement de la lecture. Je cite, « Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis plongé dans la solitude. Des hommes experts sont toujours avec moi, et je peux rester avec eux le soir et réfléchir dans la nuit profonde. » Nous retrouvons chez Alberti les thèmes de Pétrarque. La bibliothèque et la lecture créent un monde alternatif où, paradoxalement, sont renversées les significations de pauvreté et de solitude. En outre, il y a un détail dans cette évocation des livres sous la forme de personnes, c'est-à-dire la référence au soir comme le moment privilégié du dialogue avec eux. Et ce qui nous fait venir à l'esprit l'exemple le plus célèbre et le plus fascinant du thème dont nous nous occupons, c'est-à-dire le passage de la lettre que Machiavelli écrit à Francesco Vettori le 10 décembre 1513. Et je cite, « Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Je me dépouille sur la porte de ces habits de tous les jours, couverts de poussière et de boue. Je me revêts d'habits du cour royal et pontifical
et habillé décemment, je pénètre dans les cours antiques des grands hommes de l'Antiquité. Reçu par eux avec bienveillance, je me répète de cette nourriture qui seule est faite pour moi et pour laquelle je suis né. Je ne crains pas d'en m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Ils me répondent avec bonté, et pendant 4 heures, j'échappe à tout ennui, j'oublie tous mes chagrins, je ne crains plus la pauvreté, et la mort ne saurait m'épouvanter. Je me transporte en eux tout entier, et comme Dante dit qu'il n'est pas de science si l'on ne retient pas ce que l'on a compris, j'ai noté tout ce qui, dans leur conversation, m'a paru de quelle importance, et je n'ai composé un opuscule, Le Prince. C'est une des lettres les plus célèbres de la littérature italienne, sur laquelle on a beaucoup écrit. Je me limiterai à quelques brèves observations. Il est facile de trouver dans cette lettre, comme l'a fait du reste la critique, une structure qui oppose le temps, les espaces, les codes d'expression. Il y a au commencement de la lettre le monde extérieur, caractérisé par la lumière du jour, par les activités et par les rencontres qui ont lieu dans un parcours bien délimité, le bois, la campagne, la fontaine, l'auberge, etc. C'est le monde de la descente dans le comique, dans les goûts et dans les imaginations des classes les plus simples, et des exigences primaires. C'est le monde où Machiavelli, il dit, s'encanaille pour défier la fortune ou presque. Il y a également le monde intime et solitaire de la nuit, de la retraite dans le cabinet du travail, de la séparation, du dialogue avec les morts. Nous devons également lire la lettre en filigrane avec celle que Vettori a envoyée, en tenant compte du contexte tragique d'où naît l'échange de lettres, c'est-à-dire de l'emprisonnement, de la torture que Machiavelli a subi. Il s'agit d'un échange de lettres entre les deux amis qui partagent le même code linguistique, le goût obscène et irrévérencieux de la bande d'amis florentines. Mais le rapport de force entre les deux est profondément déséquilibré. Machiavelli est en exil, condamné à l'impuissance, tandis que Vettori est ambassadeur à la cour pontificale où un pape de la famille Médicis vient d'être élu. Il est indéniable que dès le début, Machiavelli compte sur lui pour retrouver un rôle politique et que Vettori se dérobe. Il souligne son incapacité et la difficulté de la situation, il met en avant ses propres incertitudes, il montre ses inquiétudes, une sorte de défense préventive de son impuissance, si bien que c'est Machiavelli qui le réconforte de son échec et proclame son ascétique et impossible renoncement au désir et à la passion politique. Si nous mettons les deux lettres l'une à côté de l'autre, nous voyons qu'elles se reflètent grâce à une reprise ponctuelle et un renversement. Si la lettre de Vettori procède du haut vers le bas, il dit « je suis un ambassadeur », mais il veut montrer dans la description de ses journées qu'il vit très simplement. La lettre de Machiavelli procède du bas vers le haut, du bas vers le haut, de l'encanaillement à la campagne à l'auberge, au grand rituel de rencontres et de dialogue avec les auteurs classiques. Je suis exilé, tourmenté par la sorte, veux-tu le montrer, mais je suis plus que jamais en mesure de parler de politique et, si l'occasion me donnait, d'agir comme homme politique. Vettori cite sa lecture des historiens de l'Antiquité, il en dresse une liste à la fois pédante et lassante et déclare qu'il y apprend à connaître l'infinie capacité de patience de la ville de Rome. Les misères du passé se reflètent dans le présent et il en dérive une amère acceptation du présent, une soumission résignée au sort. Le soir, Machiavelli se retire dans son cabinet de travail, dialogue avec les auteurs de l'Antiquité et écrit Le Prince. Si Vettori se consacre à l'activité politique par profession, sans enthousiasme, sans aucun but,
Et il dit, tous les 4 jours, j'envoie une lettre au magistrat de Florence et je dis quelques nouvelles qui n'ont aucune importance, car je n'ai rien d'autre à écrire. Machiavelli, quant à lui, a écrit un texte, Le Prince, qu'il pense pouvoir être utile. Le passage célèbre sur le dialogue avec les auteurs anciens devient, comme nous l'avons vu, le moment culminant d'un parcours, minutieusement construit et décrit, où la journée romaine de Vettori, sans aucun sens, sans occupation, décrite sur un ton un peu blasé, est renversée. Le dialogue avec les auteurs de l'Antiquité, célébré dans un style soutenu, dans un climat de parité retrouvé et reconnu, est l'emblème d'un possible rachat. C'est l'exemplum polémique proposé à l'ami réfractaire pour qu'il dialogue à son tour avec lui et qu'il l'aide à retrouver le rôle qui est le sien. C'est dans ce contexte tragique que le rituel magique de la lecture s'efforce d'enchantement. Les plaisirs et les bénéfices qu'elle donne sont décrits avec une force extraordinaire. Dans son cabinet, Machiavelli accomplit une véritable évocation. Les auteurs de l'Antiquité sont présents, vivants, ils parlent et discutent avec lui. Et ce dialogue convergera vers le prince. Par rapport aux autres occurrences du topos que nous avons vues, Machiavelli souligne la dimension d'un déplacement radical. Je me transporte en eux marque en effet le moment culminant d'un véritable rituel qui, à travers des étapes successives, réalise le déplacement dans un monde autre où l'on retrouve soi-même et où l'on vit comme si l'angoisse était suspendue. Il apparaît en quelque sorte paradoxal que Machiavelli célèbre le plus classique des thèmes de l'Antiquité classique, c'est-à-dire le dialogue avec les auteurs anciens, non seulement d'une manière tout à fait personnelle, mais aussi dans un style magnifique, très personnel et anticlassique. Le lien entre la lecture des auteurs de l'Antiquité et la construction d'un style personnel est bien présente entre le XVe et le XVIe siècle, au cours du débat sur l'imitation entre Paolo Cortese et Poliziano, et puis entre Pico della Mirandola et Bembo. Le débat met également en jeu la manière dont se forme et se contrôle à travers la lecture la mémoire personnelle qui, à son tour, conditionne l'écriture. Chez eux qui, comme Pico, sont contraires à l'adoption d'un modèle unique, forte est l'attention à la diversité des natures individuelles. La lecture devient alors un instrument pour reconnaître dans la pluralité des textes l'image d'une âme qui nous rassemble. Si le texte est un miroir de l'âme, le lecteur aussi peut se regarder dans ce miroir et reconnaître ainsi quelque chose qui lui est familier. En d'autres termes, la lecture est l'occasion à la fois d'une rencontre et de la reconnaissance de son propre moi. À son tour, le texte que l'on écrit devra ressembler à ces traits entrevus et reconnus, autrement ils deviennent bouleversement de sa propre nature, violence contre le moi. Dans cette tradition, un pacte vital lie donc le lecteur et l'écrivain. Si on le brise, la lecture perd de son charme et le rite d'évocation ne s'installe pas. Il y a naturellement dans cette reprise du topos, du texte comme miroir de l'âme, à la fois une forte simplification et un mythe radical de transparence, un pari d'authenticité. À ce propos, la proposition d'Erasme est particulièrement intéressante. Dans le Ciceronianus, publié en 1528, il met au pilori le culte exclusif de Cicéron qui lui apparaît lourd de conséquences, y compris de conséquences morales et religieuses aussi. Imiter un autre écrivain, souligne Erasme, au point d'en devenir esclave, veut dire régner soi-même, veut dire mettre un masque qui efface les traits du visage et devenir méconnaissable aux yeux du lecteur. La nature elle-même, déclare Erasme, se rebelle contre cette folie.
Cette nature qui a voulu que le texte soit le miroir de l'âme, que voluit orationem esse speculum animi. Je cite, « Le miroir sera menteur s'il ne rend pas l'image naturelle de l'esprit. Et ce qui est agréable au lecteur, c'est justement de connaître, par le biais du style, les affections, le caractère, la sensibilité et le talent de l'auteur, comme si pendant des années on l'avait fréquenté. C'est de là qui naissent les goûts si différents à l'égard d'écrivains, d'ouvrages différents, selon que l'on est attiré par l'empathie ou éloigné par l'antipathie, tout comme quelqu'un aime un aspect des formes du corps et l'autre un autre. Donc, on peut dire, si l'écrivain se masque trop, le mécanisme vital de la lecture disparaît. Le miroir se couvre de buée, ce miroir qui permet non seulement de voir l'auteur, mais aussi de nous voir nous-mêmes, de reconnaître à travers les mots et les images de l'autre quelque chose de notre âme. C'est justement pour cela, déclare Erasme, qu'un auteur nous plaît ou nous passionne plus que les autres, parce que nous reconnaissons en lui une mystérieuse affinité, quelque chose qui nous parle de près par le biais des lettres muettes, une certaine affinité cachée que nous reconnaissons dans ces lettres muettes. Au cours de la Renaissance, avec des voix et des accents différentes, nous trouvons le mythe de la lecture comme dialogue, comme rencontre personnelle, comme évocation de notre ou se regarder. Ce rite se célèbre le plus souvent dans l'intimité de la chambre, dans ce studioli, petit cabinet, où souvent on peut voir les portraits des hommes célèbres. Un magnifique exemple, reconstitué dans son intégrité dans une exposition de 2015, est celui du studiolo de Federico da Montefeltro di Urbino, le prince auquel Castiglione consacre un éloge mémorable au début du Cortigiano. Dans la partie supérieure du studiolo se trouvaient 28 portraits d'hommes illustres du passé et du présent, disposés sur 2 registres. Aujourd'hui, ces portraits sont partagés entre le musée du Louvre et la Galerie nationale des Marches. Accompagné d'inscriptions, ce portrait se caractérise par une grande gestualité. Je vous montre des exemples, c'est Aristote ou Pétrarque et Dante. Et je disais qu'il y avait des inscriptions, mais surtout, il y avait ces portraits caractérisés par une grande gestualité, avec un effet théâtral qui amplifie l'illusion d'une présence réelle, favorisant le dialogue vital avec celui qui le regarde et qui lit les œuvres de ses auteurs. Ces images nous aident à donner forme au thème du dialogue avec les auteurs que nous suivons dans les textes. La collection de portraits d'hommes illustres devient une véritable mode qui culmine avec l'ancienneté du collectionneur de Paolo Giovio. Ce dernier avait fait le projet de décorer son musée, sa splendide villa sur le lac de Côme, avec une imposante galerie de portraits des écrivains anciens et modernes. Mais le mythe de la lecture, dont nous avons vu quelques moments significatifs, nous aide peut-être à comprendre quelque chose du sens, de la fonction de tout cela. Si lire veut dire rencontrer l'auteur, veut dire en évoquer les traits et la présence avec une intensité physique ou presque, alors la présence de son portrait facilitera l'accomplissement du rite et les paroles et les images s'appuieront les unes sur les autres. Le lien entre les portraits des auteurs et les livres qui parlent était du reste présent dans un passage de la Naturalis Historia de Pline, consacré à une habitude provenant de Grèce et importée récemment à Rome. Je cite. « On ne doit pas oublier non plus la nouvelle trouvaille de réserver une place aux portraits dans les bibliothèques de ceux dont les âmes immortelles parlent dans ce lieu. On trouve également des portraits imaginaires et notre désir donne forme à des visages qui ne nous sont pas parvenus, comme c'est le cas pour Homère. »
Et il est très intéressant qu'Homère soit cité comme objet de ce désir particulier qui consiste à pouvoir disposer aussi du portrait, de l'image physique du gloire du passé, le désir de voir l'auteur. À la fin du XVIe siècle, le topos dont nous nous sommes occupés est tellement diffus qu'on peut l'examiner de façon critique. Et un dialogue de Tasso nous en donne un témoignage. Il s'agit de Malpiglio II, ovvero del Fuggir la moltitude, qui commence par la description admirative du studio de Giovan Lorenzo Malpighi, qui accueille non seulement une magnifique bibliothèque, mais aussi des tableaux, des instruments de musique, des astrolabes, etc., selon le goût encyclopédique de l'époque. Et nous voyons l'échange de répliques qui commence par l'appréciation exprimée par l'étranger, le napolitain, le porte-parole de l'auteur, sur le fait que Malpighi, tout en étant très pris à la cour de Ferrara, consacre tant d'énergie aux études. Et nous voyons que la bibliothèque ici signifie, comme dans la tradition que nous avons évoquée, la présence réelle des auteurs, avec la différence que le caractère très noble de la compagnie qu'ils assurent n'est plus une valeur incontestée. En premier lieu, il y a une forte intériorisation du modèle du dialogue. La lecture signifie en effet se faire envahir par les passions que le texte exprime. Et je cite, c'est le napolitain, c'est-à-dire c'est le Tasso qui parle. Vous lisez toujours quelques ouvrages de Pétrarque. Il me semble nécessaire que vous l'ayez dans votre pensée et dans l'imagination, comme si vous le sentiez, parce que l'immaginazione est une faculté interne, perché l'immaginazione è un senso interno. Également, avec les autres poètes lyriques, vous ressentez toujours les mêmes sensations. Ainsi, vous avez une multitude de sentiments internes et d'imagination, ou plutôt, vous avez un grand nombre de passions dans l'âme. Donc, avec Pétrarque, vous vous réjouissez, vous souffrez, vous avez peur et vous espérez aussi. Et Malpighi répond, c'est ce qui se passe, me semble-t-il. En outre, la multitude des passions ainsi que la multitude des opinions qui sont analysées dans la suite du dialogue sont vues comme étant négatives et inquiétantes, alors que la contemplation de l'Esprit de Dieu est le but idéal. En réalité, la conclusion du dialogue est bien moins radicale. Je cite, « Fuyez n'importe quand la solitude, allez de la solitude à la multitude pour le bien de la patrie, et toutes vos démarches seront dignes. » C'est le conseil final qui est donné au jeune Malpighi. C'est ainsi que l'expérience vitale de rencontre avec les grands, garantie par la lecture, fait partie des fuites dignes. Notre topos est toujours vivant, mais placé dans un contexte qui ramène sa valeur à de plus justes proportions. Peut-être pouvons-nous discerner ici la crainte que Tasso éprouve dans la fréquentation de ses fantasmes intérieurs, les pulsions de ses désirs, les images qui habitent son imagination. Si la Jérusalem délivrée permet au Tasso de trouver une splendide, bien qu'éphémère, formation de compromis entre ce monde intérieur et les passions dont il se sentait habité, dans le futur, les inquiétudes que le dialogue exprime alimenteront justement une longue campagne de contrôle et de méfiance, surtout à l'égard des romans et à l'égard du public féminin. Mais comme d'habitude, c'est la censure qui met à nu et valorise le pouvoir de l'écriture et donc le charme de la lecture aussi. Merci. Un fil secret a uni les exposés de Michel Jeanneret et Lina Bolzoni. Nous sommes passés des plaisirs de la vie heureuse au plaisir de la lecture, mais en sachant que la lecture est un lieu exigeant, comme Pétrarque
le dit, et je recite, c'est un lieu d'amitié, mais c'est un lieu exigeant et je veux que le lecteur reste seul avec moi-même. Et donc, cette lecture n'est pas seulement une manière d'apaiser nos désirs, mais c'est aussi une manière d'exercer nos fidélités, comme vous l'avez du reste exercé dans ces longues et belles heures que nous avons partagées. Je voudrais vous donner quelques renseignements pour l'après-midi. Tout d'abord, je dois présenter les excuses de Bénédicte Savoie, qui devrait être avec nous, mais elle a eu une mission importante de la part du président de la République en ce moment en Afrique pour les questions du patrimoine africain. Donc, elle présente ses excuses. Nous le regrettons vivement. En même temps, nous constatons que nous avons pris du retard, 45 minutes, et donc nous allons nous convoquer avec 45 minutes de décalage, donc à 14h45. Et comme il y aura un exposé, pas 5, mais 4 exposés, nous terminerons, sinon à 18h, à 18h30. Donc, le partage du temps est à peu près égal. Et je pense que nous pouvons terminer là avec ce rappel magnifique de la lecture comme ascèse. C'est le thème du livre de notre ami Brian Stock et aussi de la lecture comme amitié que nous avons exercée réciproquement ce matin.